Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, vous avez pu entendre le début de l'histoire de Marie qui nous raconte comment elle s'est retrouvée enceinte de triplés suite à une insémination avec un gynéco-cryos. Aujourd'hui, vous allez donc pouvoir écouter la suite de l'histoire et notamment le parcours de la combattante par lequel elle est passée pour faire une réduction embryonnaire, mais aussi toutes les conséquences directes ou indirectes de ce geste qui est loin d'être anodin. Je vous avais donc laissé alors que Marie était à son échographie de datation dans le cabinet du gynéco qui a pratiqué l'insémination et qu'elle venait d'apprendre que c'était non pas un, mais 3 cœurs qui battaient à l'intérieur de son ventre. Si l'histoire se termine bien, je préfère vous prévenir qu'elle n'est pas forcément facile à entendre. On parle d'interruption partielle de grossesse, de syndrome de stress post-traumatique, de discours qui peuvent être très culpabilisants, de propagande. Je vous invite donc à écouter si vous pensez être dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Bonne écoute! Je me souviens que je suis allée aux toilettes, j'étais comme un zombie à ce moment-là, un truc, je savais pas ce qui m'était un choc en fait, un choc. C'est un vrai choc. C'est un vrai choc, ouais. Ouais. Déjà une grossesse gémellaire, c'est un choc, mais alors là, triple. Et puis je Triple et m'assois à solo, son quoi. triple et solo, et je m'assois à son bureau, et puis il me dit bon, bah maintenant que le mal est fait, il va falloir assumer jusqu'au bout. En gros, il me dit bon, ne vous inquiétez pas, mais je vous conseille de faire une réduction embryonnaire parce que les grossesses triples c'est hyper dangereux, et puis comme ça vos jumeaux ils iront très bien. Et en fait j'écoute, j'entends triplé, jumeaux, et je me dis mais dans les deux cas, bon, moi c'est un cauchemar en fait. Et je me dis mais c'est horrible, ma vie est foutue quoi. Et je lui dis comment ça? Il dit oui. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je pense que c'est les moments où quand tu es tellement dans le choc que tu t'entends de manière T'es très, dans très un état de lointaine. sidération, en fait. J'étais dans un état de sidération extrême, quoi. Et puis là, il me parle de réduction embryonnaire. Enfin, j'étais là, mais quoi? Et puis je lui dis, et je me souviens très clairement, par contre, lui avoir dit, et vous m'aviez dit que ça vous était jamais arrivé, que c'était jamais arrivé à vos patientes. Et là, il m'a dit, si. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous m'avez menti. Et voilà. Et comment il réagit quand tu lui dis ça? Et là, il me dit non, mais il faut que je vérifie quel cas c'était exactement, mais si ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et comment il réagit? Bah, il passe un peu à autre chose. En gros, bah, maintenant, il va falloir affronter le truc parce que vous attendez des triplés, quoi. Et en fait, je sors et il me dit ouais, ce qu'on va faire, c'est que vous allez revenir dans 10 jours parce que peut-être que d'ici là, le cœur d'un embryon se sera arrêté et qu'en fait, il n'y aura pas besoin de faire de réduction embryonnaire. Donc, pour l'instant, il faut attendre. Donc là, il me dit C'est de rentrer chez horrible. moi et d'attendre. Et Horrible. c'est horrible, bah, c'est affreux. Et je rentre chez moi et c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Et en plus, à ce moment-là, je commence à ressentir les symptômes de la grossesse, donc je suis archi malade. Parce que bon, je dois avoir un taux de bêta-HCG qui explose le plafond et je suis malade et en même temps en état de choc. Donc un truc horrible. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et j'appelle mes proches parce que j'ai la chance d'être quand même très entourée. Je leur explique ce qui se passe. Et là, tout le monde est en état de choc, quoi. C'est pas possible. Et puis je me dis, bah voilà, j'attends des triplés. Puis en fait, je vais avoir des jumeaux. Et puis c'était l'horreur. Je faisais des cauchemars. C'est affreux. J'avais l'impression d'être coincée. En fait. Quoi qu'il arrive, j'étais coincée. Et j'ai eu la présence d'esprit d'aller voir cette super gynéco que j'avais vue déjà avant la cryoconservation. Elle peut peut-être m'aider, quoi. Et donc, je réussis, in extremis, alors qu'elle est hyper demandée, à dégoter un rendez-vous. Et je vais la voir, je débarque dans son cabinet, hyper mal. En plus, on portait les masques encore, j'étais déjà totalement essoufflée, enfin, c'était horrible. Elle me dit, ça va? Je dis, non, ça va pas, j'ai fait une insémination avec un gynéco-cryos et en fait, j'attendais triplé, quoi. Et elle me dit, ah, oui, effectivement, c'est courant, en fait. Il y a des mauvaises manips avec des médecins qui font pas bien les choses. Et
On fait l'échographie et effectivement, il y en a toujours 3. On est bien 10 jours après, hein, ça pendant 10 jours, j'ai quand même attendu. Et j'étais venue avec ma mère, je me souviens, et je me dis, mais en fait, comment je vais faire, quoi? Et elle me regarde, elle me dit, elle me parle de réduction embryonnaire, elle m'explique ce que c'est. Et elle me dit, vous savez, vous avez cette option-là. Parce que c'est vrai qu'une grossesse triple, c'est très dangereux et que vous risquez de tout perdre, et puis même pour vous seul, etc. Enfin voilà, elle m'explique, mais elle me dit, c'est votre choix. Je dis, mais bien sûr, moi, il est hors de question que j'ai été triplé. Et puis elle me dit, vous savez, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir des jumeaux. Et en fait, à ce moment-là, il se passe un truc. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on entend enfin ce qui se passe en moi, quoi. C'est-à-dire, alléluia, j'ai peut-être une porte de sortie. Ouais, mais tu vois, rien que là, de l'entendre me le raconter, j'ai l'émotion qui monte de ressentir comme si. Enfin, je ressens le soulagement que t'as probablement dû ressentir à ce moment-là. Il y a peut-être une issue, en fait. Il y a peut-être une issue, et en plus, elle était tellement, enfin, elle est formidable, quoi. Et elle me dit, vous êtes obligé de rien, en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été mal suivi, et maintenant, vous n'allez pas payer le truc si vous voulez pas. Si vous voulez en avoir 2, vous en avez 2, pas de problème. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Et là, je me dis, mais ouais, peut-être. Et là, ma mère me regarde aussi, et je vois que ma mère est hyper soulagée aussi. Et elle me dit, écoutez, si vous voulez, je vous prends un rendez-vous tout de suite au diagnostic anténatal de l'hôpital américain de Paris. Et là, je lui dis, mais l'hôpital américain de Paris, mais c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Elle me dit, non, mais attends, je vous donne rendez-vous avec un de mes collègues, parce qu'elle travaille aussi là-bas. Vous lui exposez ça. Et alors, la réduction embryonnaire, ça se fait toujours sur commission. C'est-à-dire que c'est une interruption de grossesse, mais qui doit être acceptée par une commission de médecins dans un diagnostic, dans un centre de diagnostic anténatal. Peu importe le nombre d'embryons réduits, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle me dit, je vous prends ce rendez-vous-là avec mon collègue, il s'occupera très bien de vous, vous verrez, ils sont très humains. Et voilà. Et en fait, elle arrive à me dégoter un rendez-vous pour 3 jours après. Alléluia. 3 jours après, j'y vais. Je tombe sur le médecin. Alors, ce qui était dur, c'est qu'à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un médecin, la première chose qu'on faisait, c'était pas écouter mon récit, c'était regarder ce qu'il y avait dans mon utérus. Donc, on commençait toujours par une échographie pour voir s'il y en avait bien 3, s'il y avait bien 3 cœurs qui battaient. Et seulement après, on écoutait mon histoire. Donc, ça, Juste, c'était un peu dur. toutes ces fois-là, on est d'accord. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas remis le son pour entendre le cœur des embryons. Non, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. D'ailleurs, en fait, j'étais tellement traumatisée de ça qu'à chaque fois que je devais m'allonger sur une table, je disais, vous coupez le son. Enfin, je pouvais même plus regarder, en fait. Vous coupez, vous coupez. Et je disais, oui, mais évidemment qu'on va couper le son. Et évidemment que vous n'êtes pas obligé de regarder, en fait. Mais ouais, parce que c'était un vrai choc, c'est un vrai traumatisme, hein. Et donc, j'arrive à ce rendez-vous le mardi, donc quelques jours après. On refait une échographie, j'explique ce qui s'est passé, j'explique ma demande, qui est faire une réduction de 3 à 1 embryon. Et là, le médecin me dit, vous savez, là, je ne peux pas vous dire oui ou non, euh, parce qu'en fait, c'est une commission et que les commissions, c'est tous les jeudis. Parce que finalement, les réductions embryonnaires, le conseil d'éthique les regarde de très près. En fait, dès qu'il y a une réduction embryonnaire, c'est hyper surveillé. Donc, je peux pas vous dire, voilà, c'est le staff qui va se réunir et qui dira si vous en gardez 2 ou si vous en gardez un. Donc là, je me dis merde, je suis peut-être pas tirée d'affaire, quoi. Déjà, t'avais pas trop de doute sur le fait que la réduction embryonnaire soit acceptée Oui, parce dans l'absolu. on l'acceptait à partir de 3 parce Ouais, que c'était dangereux pour la mère et pour les bébés. d'accord, ok. Mais sachant qu'au début des années 90, parce que j'ai appris après, j'ai lu beaucoup sur la réduction embryonnaire, on ne le faisait qu'à partir de 4. Et quand on s'est rendu compte que les grossesses triples, c'était un carnage, la plupart du temps, on a commencé à faire des réductions embryonnaires à partir de 3. Voilà. Sauf que moi, c'est un cas particulier. J'ai fait une insémination illégalement, je me retrouve à devoir raconter ça, et que, en fait, je rentre pas vraiment dans le cadre des nanas qui viennent pour des réductions embryonnaires, quoi. Je suis un peu à part. Et Donc, justement, le fait que tu aies fait ça de façon illégale, est-ce que tu as eu des difficultés à aller le raconter et comment ça a été perçu par les personnes en face de toi? alors, j'ai pas eu de difficulté à le raconter parce que j'avais pas le choix, il fallait que je le dise, j'étais dans une situation d'urgence et qu'il fallait qu'on m'aide. En face, j'ai eu la chance, parce que vraiment ces médecins-là ont été extraordinaires, j'ai eu la chance de tomber sur des médecins hyper bienveillants qui, au contraire, ont voulu m'aider. Ont voulu m'aider, en fait, ils m'ont dit, bah, c'est un mauvais suivi, situation d'emprise, quand j'ai raconté comment ça s'est passé, et clairement, ils ont pas réfléchi à 2 fois, quoi. Enfin, ça s'est fait. Mais bon, là, j'avance un peu dans l'histoire, mais en gros, il me dit, bon, bah, il manque une chose, par contre, pour passer à la commission, il nous faut un compte-rendu de votre suivi d'insémination. Là, je dis, mais non, mais c'était illégal, j'ai pas de compte-rendu. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Et il me dit, bah, il faut demander à ce médecin-là qu'il écrive un mot,
qu'il explique ce qui s'est passé, quelle dose vous avez eue, etc., etc. Et donc, je recontacte ce médecin qui ne me répond pas tout de suite, le médecin qui m'a fait l'insémination, qui finit par me rappeler, et je lui dis, bah voilà, il me faut ça, quoi. Et il me dit, OK, je vous fais un papier, venez le récupérer à 18h dimanche. En fait, un dimanche, je me retrouve à aller à l'autre bout de Paris, enceinte de triplé, complètement malade, dans son cabinet à lui, pour récupérer un compte-rendu qu'il n'a ni daté ni signé pour se protéger du coup. Et sur ce compte-rendu, il y a écrit que j'étais tout à fait au courant qu'il y avait 3 follicules et que j'étais tout à fait d'accord pour la prise de risque de grossesse multiple. Et il écrit ça, en fait. Oui, donc il cherche à se dédouaner au maximum. Il cherche à se dédouaner et je le regarde, je dis, mais en fait, d'une, c'est faux. Et en plus, vous m'enfoncez là, on n'a jamais accepté ma requête. Et je lui dis, voilà, moi, je suis suivi à l'hôpital américain de Paris et je demande une réduction de 3 à 1. Et il me dit, mais on ne fait pas de réduction de 3 à 1, ça n'existe pas. Euh, il me dit, les médecins, ils accepteront pas, hein, parce que là, c'est un peu trop ce que vous demandez. Une grossesse gémellaire, ça se porte très bien. Il n'y a aucune raison que vous puissiez pas avoir des jumeaux, quoi. Et donc, il me sort ça, quoi. Et c'est hyper culpabilisant, parce que de balancer ça, c'est genre, tu vas trop loin, ma cocotte, je sais pas où tu vas, mais tu vas trop loin. Et là, en fait, ça a été un deuxième coup de massue. Ça ajoute, c'est le deuxième choc, c'est-à-dire, j'ai eu ce choc-là, et en plus, maintenant, on me dit que ce que je fais, c'est pas bien. Mais c'est pour se dédouaner. J'ai compris plus tard qu'il voulait à ce point se dédouaner qu'il me refoutait tout dessus, quoi. Sauf que bah, quand on est dans une situation de vulnérabilité telle que la situation dans laquelle j'étais, ça a en fait des conséquences psychologiques énormes. Donc le lendemain, on m'attend au diagnostic anténatal de l'hôpital américain. Cette fois-ci, c'est le chef de service qui me reçoit. Il démarre par une échographie, comme d'habitude, et après, il écoute mon récit et je leur raconte tout ce qui s'est passé. Il y avait une sage-femme qui était avec lui. Je lui donne le compte-rendu. Il lit le compte-rendu. Il me regarde, il me dit, ce compte-rendu, c'est de la merde. Mais vraiment, hein, il a sorti ça comme ça. Il m'a dit, je vais vous aider. Parce qu'il dit que de toute façon, un médecin a une responsabilité. Voilà. Il me dit, écoutez, il y a quand même il y a quand même comment dire, une commission à passer jeudi. Parce qu'en fait, moi, mon dossier était déjà passé en commission avant, mais il n'y avait pas eu ni oui ni non, parce qu'en fait, il y avait autant de pour que de contre. Et c'est le chef de service qui a demandé à me voir, parce que lui était pour m'aider, mais il avait besoin de mon récit, en fait. Et il avait besoin de ce compte-rendu-là. Et il me dit, écoutez, on va repasser la commission jeudi, mais dans tous les cas, moi, je vais vous le faire. C'est-à-dire que même si mes collègues qui sont... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'hôpital américain, dans ce diagnostic, enfin, dans ce centre-là, il y a une bonne partie des personnes qui y travaillent qui sont contre toute interruption de grossesse, quelle qu'elle soit, y compris l'IVG. Donc, c'est ces gens-là qui font barrage. Et puis l'autre moitié qui est pour. C'est pour ça que ça coincé. Et lui tranche et il dit non mais c'est bon, on va arrêter le carnage et on va arrêter de vous faire souffrir, là ça fait assez longtemps. Donc moi je vais vous le faire et là il me planifie tout le truc, quoi. Il dit bah voilà, la réduction embryonnaire ça se fait. Alors lui il me l'a fait à 11 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 9 semaines de grossesse. Il me dit vaut mieux le faire le plus tôt possible, faut pas le faire trop tôt non plus parce qu'on peut tout perdre, mais faut le faire quand les embryons sont pas très gros pour que la résorption des embryons se fasse le plus rapidement possible et avec le moins de risque d'infection possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction embryonnaire, c'est pas juste un acte anodin, c'est un acte qui peut entraîner la perte de toute la grossesse. Donc après, on est très surveillé. On est très surveillé jusqu'à l'accouchement parce qu'en fait, ça fait des placentas plus petits, ça fait des bébés plus petits, ça fait voilà. Et dans les premières semaines qui suivent la réduction, il peut y avoir une infection et une fausse couche tardive, voire très tardive. Ou enfin, il y a des filles, plus tard, j'ai rencontré d'autres filles qui avaient vécu la même chose, où elles ont fait des infections et elles ont eu des bébés, elles ont accouché à 24 semaines d'aménorrhée, avec des grands prémas, enfin, des trucs horribles, quoi. Donc, c'est vraiment pas un geste anodin de se dire, ah, mais si j'en ai plus, c'est pas grave, je ferai une réduction. Non, en soi, la réduction, c'est dangereux, en fait, Ouais. pour la grossesse. Ça peut bien se passer, mais ça peut aussi générer beaucoup de complications qui peuvent être irréversibles. C'est Donc, C'est ça. Donc, en fait, on signe un papier disant si en gros tu perds toute ta grossesse, tu as demandé à faire la réduction, mais les médecins ne seront pas responsables. J'ai eu la chance d'être suivi par ce médecin-là qui est un ponte en la matière. Et du en coup, je l'ai matière de eu. réduction, tu veux dire? Ouais, il fait partie des premiers à l'avoir pratiqué en France. Donc, c'est vraiment c'est un très grand médecin humainement et professionnellement. Et donc, ça s'est très bien passé. Mais je sais que pour d'autres filles, ça s'est pas aussi bien passé dans d'autres services, dans d'autres régions, quoi. Et là, on parle de réduction embryonnaire pour passer de 3 à 2 ou dans ton cas de 3 à 1. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé d'arrêter complètement la grossesse et de repartir de zéro? Ah, bonne question. Bah, c'est ce que m'a dit le gynécologue en question qui m'a fait l'insémination. Il m'a dit,
Personne vous fera de 3 à 1, donc il vaut mieux que vous avortiez totalement. Et en fait, à un moment donné, avant d'avoir justement cette réponse de ce médecin de l'hôpital américain, je me suis dit, en fait, j'en peux plus, je vais éventuellement, si on refuse ma demande, arrêter toute la grossesse. Et donc, j'ai appelé un centre d'IVG, je leur ai expliqué, et en fait, la nana à l'IVG m'a dit, mais madame, c'est une réduction embryonnaire qu'il vous faut. Dans votre cas, dans ce que vous racontez, la manière dont vous le racontez, c'est pas l'IVG, là. C'est pas l'interruption de toute la grossesse. Pourquoi arrêter tout alors qu'on peut en sauver un? Et donc, et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais j'étais prête à ça, c'est-à-dire j'étais prête si on n'avait pas voulu m'écouter. Parce qu'en fait, il était hors de question qu'on m'impose un nombre d'enfants. Il était hors de question de ça. Alors, ça peut paraître choquant, etc., mais je voulais pas ça, et surtout, je voulais pas faire payer mes enfants. Je vous ai eu, mais en fait, ça me faisait chier, c'est parce que on m'a pas laissé le choix, quoi. Je trouvais que c'était pas très cool, ni pour eux, ni pour moi. Donc, c'était une option que j'envisageais si jamais on rejetait ma demande. Donc, du coup, tu fais cette réduction à 11 semaines d'aménorrhée. Comment ça se passe la suite de ta grossesse? Est-ce que tu réussis à l'investir? Tu as un suivi spécifique? Alors, j'ai un suivi déjà les 6 semaines qui suivent la réduction, c'est-à-dire que déjà, je dois rester 10 jours alité. Vraiment, faut pas bouger. La réduction embryonnaire, en soi, c'est un geste, c'est un petit geste, hein, enfin, c'est une piqûre intracardiaque dans le cœur de l'embryon qui fait que le cœur s'arrête et puis ensuite l'embryon se résorbe dans les semaines qui suivent. Et en fait, tout le temps de la résorption, on est très suivi. Et surtout, ça peut entraîner l'arrêt du cœur de l'embryon ou des embryons restants. Donc, j'avais des échographies au départ tous les 2 jours, tous les 4 jours, puis toutes les semaines, jusqu'à, ouais, c'est ça, 16 ou 17 semaines d'aménorrhée, où là, le médecin m'a dit, c'est bon, on peut dire que là, vous êtes tiré d'affaire, il n'y a pas de signe d'infection, le bébé se développe normalement, les 2 autres embryons sont résorbés, voilà. Mais oui, on est cette espèce d'épée de Damoclès, et en même temps, c'est très bizarre parce qu'il y a une interruption de grossesse et en même temps, on est toujours enceinte, quoi. Psychiquement, c'est très dur. Je suis enceinte, je suis pas enceinte. C'est très difficile de l'investir, du coup, la grossesse. Et puis, la manière dont ça s'est passé avec ce gynéco-cryos fait que bah, il y a eu énormément de culpabilité. Je me sentais très coupable quand on vous dit bah, on vous aidera pas, ou vous allez trop loin, ou c'est pas possible. Et ben, en fait, vous pensez que vous faites quelque chose de répréhensible. Déjà, quand on est une mère, on culpabilise pour tout et rien, mais alors là, c'est carrément, je me dis, mais je suis même pas digne d'être mère, en fait. Mon enfant n'est même pas encore né que je suis déjà une horrible mère. Donc, c'est pas évident. La grossesse se passe pas, physiquement, elle se passe bien. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais psychiquement, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Bon, toi, il y a cette culpabilité que tu ressens par rapport aux mots qui ont été utilisés par le gynécologue, etc. Est-ce que tu as eu des remarques désobligeantes de personnes de ton entourage, proches ou moins proches, par rapport à cette réduction embryonnaire et notamment le fait que tu en avais gardé qu'un seul? Non, non, de par mes proches. Après, j'ai vraiment des proches très bienveillants. Enfin, j'ai vraiment la chance d'être bien entourée. Non, au contraire d'ailleurs. Les réflexions, c'était moi qui me les faisais. Ouais. C'était moi qui me punissais. Mais mes proches, au contraire, étaient... notamment des proches qui ont des enfants, m'ont dit, tu sais, un enfant seul, c'est de beaucoup, tu verras. Attends que ton enfant arrive, tu verras quand ton enfant sera là. Et en fait, non, bien sûr que j'ai pas eu de réflexion désobligeante. Et puis ce que tu disais là, quand tu disais mon enfant est pas né, que je suis déjà la pire des mères, moi je me souviens très bien qu'à l'époque, ma réflexion c'était de me dire, bah non, en fait, tu fais déjà un choix pour le bien de ton enfant parce que tu sais que si tu en as deux, ce sera très compliqué pour toi de les assumer. Et donc c'est un choix d'amour que tu fais déjà, c'est Oui, un vrai choix de maman en fait. c'est ça, que si j'en ai deux ou si j'en ai trois. Et puis Ouais, finalement, en fait, le nombre à la fin, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas la question du nombre, c'est la ouais, question d'interrompre une partie de la grossesse. Pourquoi je suis restée focalisée sur les jumeaux? C'est parce que ce médecin-là était focalisé là-dessus, en fait. ouais. Mais sinon, en soi, à la base, j'en attendais trois. Et oui, c'est un choix d'amour. C'est-à-dire, je vais pas. Alors après, c'est un choix personnel. Il y en a qui peuvent faire d'autres choix. Il n'y a aucun Bien problème, sûr. hein. Mais Ouais. moi, mon choix et ma décision, c'était que oui, ce serait difficile de les assumer et que j'avais pas envie que ce soit trop difficile de les assumer pour eux et pour moi, en fait. Donc, c'est un choix d'amour de dire, bah, non, en fait, il pourra pas y avoir de la place pour tout le monde. Oui, quand Et je alors, dis que c'est un choix d'amour, c'est parce que c'est par rapport à, c'est pas dans l'absolu, c'est que c'est par rapport à ce que toi, Marie, t'étais capable de leur offrir et effectivement, pour une autre personne, la décision pourrait être totalement différente. c'est ça. Et que moi, personnellement, encore une fois, c'est personnel, mais je ne crois pas au mythe de la mère ultra sacrificielle qui est capable de tout endurer quoi qu'il arrive.
ayant vécu ça, moi, avec ma propre mère, je sais les dégâts que ça fait. Et donc, ça résonnait avec mon histoire à moi, qui était, je ne veux surtout pas reproduire ça. Je veux avoir de l'espace pour mon enfant. Je veux pouvoir l'élever tranquillement. Et aujourd'hui, avec du recul, maintenant qu'elle est là, elle a 1 an, ma fille, je me rends compte qu'effectivement, si j'en avais eu plus, 2 ou 3, ça aurait été difficile à plein de niveaux. Ouais. Donc Jeanne est arrivée il y a 1 an, un petit peu plus qu'1 an. Oui, Comment tu vas depuis? et bah beaucoup mieux. Alors déjà, pendant ma grossesse, j'ai été suivie par un super psy, qui connaît très bien ces questions-là, donc qui m'a déculpabilisée. En fait, toutes ces questions de t'es une mauvaise mère, regarde ce que t'as fait, tu es une meurtrière, etc. Il m'a bien fait comprendre que c'est ce qu'il appelle de la propagande, que la propagande trouve toujours des moyens de s'immiscer et que cette propagande-là, elle est liée au traumatisme. En fait, il a fallu que j'accepte que ce que j'avais vécu était un traumatisme. Et donc, un traumatisme, ça se soigne. Donc, en fait, depuis ma grossesse et depuis après l'accouchement, bon, suite à ça, je souffre en fait d'un syndrome de stress post-traumatique, suite à l'échographie, suite au mot de ce médecin, etc. Et donc, je me soigne. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais les premiers mois, les premières semaines après la naissance de ma fille, en fait, tout est remonté. Parce qu'en général, quand on fait une réduction embryonnaire, après l'accouchement, ça remonte, quoi. Il y a un truc qui remonte. Et ce travail avec ce psy m'a vraiment aidé après à remettre la vérité en place, c'est-à-dire j'ai eu un mauvais suivi, j'ai eu des mots mal placés qui ont fait très mal. Voilà, de remettre la vérité au bon endroit. Et puis après, la vie avec ma fille s'est fait, a commencé à s'instaurer, le quotidien, etc. Et en fait, bah, progressivement, on n'oublie pas, mais en fait, aujourd'hui, j'ai jamais autant aimé ma vie, en fait. C'est curieux, hein, mais je me dis, Ah ok, non, c'est pas curieux. on est, on est à la bonne place. Enfin, le truc positif que ça m'aura appris, c'est que maintenant, je me ronge plus les sangs à culpabiliser pour tout et rien en tant que maman. Parce que je l'ai tellement vécu avant, pendant la grossesse et tout ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui, je refuse de continuer à me faire du mal, en fait, en me flagellant. Ce qui fait que je suis une maman plutôt cool, qui prend les choses de manière plutôt décontracte, que j'ai une fille, j'étais persuadée que j'allais donner naissance à un enfant traumatisé parce qu'on lui a enlevé des frères et sœurs et blablabla, j'étais persuadée, propagande. Pas du tout, ma gamine va hyper bien. Elle est née à terme, ce qui est quand même pas toujours le cas. Elle se développe bien, elle est heureuse, on a une vie épanouie, on est entouré, et je me dis, mais en fait, ça aurait pu être bien pire, quoi. Donc maintenant, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance pour la vie que j'ai maintenant. Vraiment. Oui, je me souviens, à cette époque-là, tu parlais de... Tu avais très peur de la dépression postpartum, que c'était quelque chose qui pouvait arriver après des réductions embryonnaires. Alors, et Oui, au mais final, pas du tout. au final, pas du tout. Au final, je n'ai développé qu'un syndrome de stress post-traumatique. Oui, ce qui est déjà pas mal Mais, en soi. mais pas de. En fait, oui, j'ai été suivie de près pendant la grossesse et après parce que effectivement, j'étais suivie de près parce que j'avais un fort risque de faire une dépression du postpartum. Et donc, il fallait faire très attention à ça. Donc, moi, je le savais, j'en étais consciente, le médecin qui me suivait en était conscient. Et j'ai eu une équipe médicale, en fait, derrière. L'hôpital où j'ai accouché en était conscient. Et alors, tu me demandais tout à l'heure si j'avais senti du jugement, mais pas du tout. En fait, à part ce gynécologue-là qui m'a fait l'insémination, je n'ai pas eu de jugement de tous les médecins qui m'ont suivi, y compris à la maternité, y compris à la PMI, parce qu'à la PMI, ils étaient au courant. Elles ont été adorables. Enfin, tout le monde a été adorable. Et je me suis dit, mais au bout d'un moment, si les gens sont aussi bienveillants, c'est peut-être que je suis pas aussi horrible que ça. Donc, ouais. Ouais, j'aimerais bien revenir sur un point. C'est quoi pour toi les avantages à passer par un gynéco-cryos à part la proximité géographique? Et ben, c'est la proximité géographique. C'est tout, je dirais. C'est la proximité géographique. Je pense, le seul avantage, vraiment. Oui, ce qui en soi n'est pas rien et ce qui fait qu'aujourd'hui finalement beaucoup de femmes choisissent cette option-là. Choisit cette option-là et on peut aussi choisir son donneur, ce qui n'est pas le cas quand on passe en France, même si c'est des donneurs ouverts, on ne peut pas choisir son donneur. Il y a aussi ça comme avantage. Oui, parce que financièrement parlant, on est d'accord que c'est pas nécessairement plus avantageux
d'aller à Financièrement, l'étranger. non, c'est pas plus avantageux. Enfin, ça dépend. Si vous choisissez un donneur anonyme, la paillette, elle coûte beaucoup moins cher. Mais en fait, Cryos, ne s'embête pas aujourd'hui, hein, depuis la pandémie, il y a eu une telle demande de paillettes que, ils ont augmenté leurs tarifs, que les frais d'envoi sont importants et qu'en fait, finalement, vous vous retrouvez facilement pour une paillette et un essai, frais d'envoi inclus, donneur non anonyme, 1 500 euros. Donc, ça revient à plus ou moins au même qu'une insémination artificielle. Moi, si j'étais allé au Danemark, ça Oui, revient. bah, moi, c'est exactement ce que j'ai payé. Pour 2 inséminations, j'ai payé 3 000 euros. Ouais. Donc, ouais, tu vois, Donc, ça revient à 1 500 euros par tentative. voilà. Sachant que moi, en plus, dans mon histoire, d'un point de vue sanitaire, ça m'est revenu beaucoup plus cher par la suite. Ouais. Oui, il y a les coûts cachés. Il y a les coûts cachés, ouais. Mm. Et le gynéco, tu le payes une consultation normale ou comment ça se passe? Alors, ça dépend des gynécos, mais il y a des gynécos cryos qui sont vraiment des spécialistes de la PMA, qui sont des gynécologues de la fertilité, et qui font ça vraiment pour aider. Donc, on paye une consultation normale, voilà, et ils font ça de manière illégale, parce que c'est toujours interdit en France, hein, même si la loi est passée. Et puis, il y a des gynécos qui sont plus des gynécologues de ville, et donc c'est ce que j'ai appris à mes dépens, qui ne sont pas des gynécologues spécialisés en fertilité, et qui en plus demandent de l'argent sous la table, en plus du prix de la consultation. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré aux impôts Ni à ni la à la Sécu. Sécu. Voilà. Donc, c'est de l'argent au noir cumule comme ça sur le dos, clairement, sur le dos de désarroi de plein de femmes, en fait. Voilà. C'est Oui, plus qui ça. trouve Mais ça normal, en fait, de rémunérer la prise de risque et le service rendu, alors que le gynéco n'est absolument pas obligé de le faire et que voilà, il leur rend déjà un énorme service, donc c'est normal de payer ce prix-là pour beaucoup, en c'est fait. ça. Et puis, la prise de risque, je pense que ça fait très longtemps que moi, je l'ai appris après, mais on le sait dans les hôpitaux, qu'il y a plein de gynécos qui font des inséminations comme ça. En soi, ils risquent pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est de l'opportunisme. Parce que si vraiment on veut aider, on paye le prix de la consultation et basta. Et surtout, on fait attention au suivi de la patiente. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunistes. Mais c'est un problème qui est plus large. Le problème, c'est la réalité de l'accès à la PMA pour toutes, en fait. Et c'est pour ça qu'en introduction, enfin, je disais pour toutes, avec des gros guillemets, parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui se retrouvent écartées du parcours français pour des tonnes de raisons, en fait. Pour des raisons d'âge, pour des raisons de fertilité, pour des raisons d'accessibilité géographique, etc. Pour des raisons financières. Pour des raisons financières aussi, parce il y a une sélection qui est faite qui est pas toujours sur des critères très objectifs. Et du coup, c'est une solution vers laquelle beaucoup de femmes se tournent. Et c'est un vrai système parallèle qui est mis en place et qui montre bien à quel point il y a de l'hypocrisie, en fait, dans ce qu'on veut bien Oui, faire pour ces femmes enfin, pour c'est ces ça. schémas familiaux alternatifs. Voilà. C'est ça. Et alors après, je parle pas de tous les gynécos qui travaillent avec ESB et Cryos, parce que il y en a vraiment qui sont investis, engagés et qui sont de vrais médecins de la fertilité. Donc je le dis parce qu'il y a beaucoup de filles qui en ont vu. Donc mon conseil, si jamais vous voulez passer par Cryos, c'est prenez un vrai médecin de la fertilité, quelqu'un qui vous demande pas de l'argent sous la table. Voilà. Parce que ça, en fait, il n'y a rien qui justifie ça. Et pourquoi un médecin de la fertilité? Parce que tout simplement, même une insémination, même si ça paraît tout bête à faire, ça peut être mal fait. Donc voilà, c'est le premier truc. Et après, oui, c'est une question de... En fait, mon histoire, elle reflète un problème de droit reproductif beaucoup plus large, c'est-à-dire l'accès à la PMA et dans quelles conditions on peut y accéder à cette PMA. Si mon pays m'avait autorisé à faire une PMA à cette époque-là, sans avoir un délai d'attente énorme, ou encore des sénateurs qui se demandent si on mérite ou pas de faire famille, si c'était pas hors de prix d'aller à l'étranger, par exemple, ou c'est vraiment une question de droit reproductif. Et pour moi, en fait, quand on interdit quelque chose, on crée forcément des systèmes parallèles, et dans ces systèmes parallèles, il y a des gens qui en profitent. C'est exactement comme quand on interdisait l'IVG. On interdisait l'IVG, et ben, c'était des fois pratiqué n'importe comment, et il y avait des femmes qui en mouraient, il y avait des femmes qui finissaient stériles. C'est une question de droit reproductif, en fait. Oui, et encore, là, ce dont on parle, c'est, bon, toi, il y a des conséquences, il y a eu des conséquences très graves, mais il y a aussi d'autres filles qui se mettent dans d'autres situations qui sont aussi très à risque Oui, d'insémination artisanale ou tout simplement qui acceptent l'inacceptable, oui, pour pouvoir avoir l'enfant qu'elles aimeraient avoir, et que si la loi
les autorisaient, leur permettaient de le faire dans des conditions. Parce que aujourd'hui, la loi, concrètement, en théorie, elle l'autorise. Mais enfin, il y a la théorie et la pratique, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, et donc il y a du coup des moyens alternatifs qui peuvent être parfois très dangereux. Mm. Donc oui, comme par exemple l'insémination artisanale avec, je sais pas, ça, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes au niveau juridique, puisque finalement le donneur peut, par rapport à la loi française, demander des droits par rapport à l'enfant. Le fait d'interdire met en danger en fait. La loi, elle, quand on autorise quelque chose, on protège et on encadre. Interdire, tout simplement, ça peut créer n'importe quoi autour, quoi. Et n'importe quelle femme peut se retrouver dans cette situation-là. Moi, je suis pas la dernière des imbéciles, et pourtant, je me suis retrouvée là-dedans. Donc, vraiment, ça concerne tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour protéger les femmes de ce genre d'événements? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait en parler déjà. Ça reste encore très tabou parce que ça soulève de la honte et de la culpabilité, comme je disais au début. Il faut des vrais suivis Mm. gynéco, c'est-à-dire pas se dire oh, c'est pas grave, on verra bien. Au pire, vous faites une réduction embryonnaire. Une réduction embryonnaire, c'est pas juste un petit truc, c'est quand même une grosse déflagration, même si certaines femmes le vivent bien, enfin, ou moins mal que d'autres, on va dire. Et d'ailleurs, Euh, quand on regarde ce qui est pratiqué, que ce soit dans les centres de PMA en France ou à l'étranger, ils pratiquent jamais ou quasiment jamais des inséminations sur 3 follicules matures. Maintenant, on ne le fait plus parce qu'on s'est rendu compte des dégâts que Ouais. ça provoquait. D'ailleurs, on le fait plus forcément, même au début, sur deux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se plaignent de ça, mais en réalité, je pense qu'il vaut mieux faire une tentative d'insémination qui ne fonctionne pas que de se retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, en fait. Vraiment. Oui, après, c'est à Et jauger en fonction du contexte, de l'âge de la patiente, du c'est nombre. ça, il y a l'âge de la Voilà, quoi. patiente. Mais bon, une patiente de 35 ans qui fait un premier essai qui a 3 follicules, enfin, c'est du suicide. Ouais. On fait pas ça. Et puis surtout, informer sur ce qu'est la réduction embryonnaire. Parce que informer les médecins, mais que les patientes soient informées de ce que c'est. Parce qu'on peut aussi dire je veux bien prendre le risque, ça me va, mais dans ce cas-là, il faut vraiment être informé de ce que c'est. Et il y a finalement très peu d'informations en France sur le sujet, y compris dans tous les textes bioéthiques, etc. C'est une espèce de zone grise, la réduction embryonnaire, qui n'est pas interdite, mais qui n'est pas autorisée, enfin, qui dépend du bon vouloir d'un staff de médecins. Donc, en fonction de l'hôpital, on ne va pas vous donner la même réponse. Qui n'est pas pratiquée forcément de la même manière. Il y a des hôpitaux où, en fait, il y a beaucoup plus de pertes de grossesse que dans d'autres, parce que c'est pas forcément toujours bien fait. Et juste, c'est super tabou. C'est hyper tabou, et puis ça concerne des personnes qui sont en parcours de PMA et qui des fois se retrouvent en grossesse triple, quadruple, quintuple même des fois, après avoir fait des années de parcours. Donc c'est pas évident d'en parler, dire j'ai fait des années de parcours, je suis enfin enceinte, mais en fait je suis trop enceinte et en fait je vais avorter d'une partie. Voilà, donc c'est encore un très gros tabou, donc il faut en parler. Ouais, il faut briser le tabou, je pense. Il faut en parler, ouais. Ok, bah écoute, c'est ce qu'on aura essayé de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Quelque chose que j'aimerais ajouter. Je peux dire non, hein. Si, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Pour les filles qui se retrouvent dans cette situation-là, on s'en sort. On s'en sort vraiment. C'est un parcours qui n'est pas évident. En tout cas, une fois que toute la tempête est passée, moi, maintenant, j'ai l'impression de pouvoir enfin vivre ma vie, quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé ne pas passer par là, quoi. Eh ben, c'est ce que je voulais Si vous- dire quand je te disais au début, c'est une histoire qu'on aurait aimé ne pas avoir à raconter. C'est exactement, c'est exactement ça. je souhaite aux filles de ne pas passer par là. C'est pour ça que j'ai décidé de témoigner. Après, c'est difficile parce que je me dis, voilà, en témoignant de ça, il y a toujours une partie de moi qui dit ah tu vois tu vas être jugé parce que c'est pas bien ce que tu as fait quoi. Regarde, mais pareil c'est de la propagande. Mm. Finalement je me dis qu'en racontant ce qui m'est arrivé ça peut déculpabiliser d'autres filles aussi, et aujourd'hui je me sens plus coupable. Ce sera toujours une blessure parce que c'est une grossesse désirée, ce sera toujours une blessure, et parce que c'est pas parce qu'on se sépare d'une partie de la grossesse qu'on n'aime pas tout le monde. Moi j'étais accrochée à ces 3 petits embryons, ça n'empêche pas l'amour en fait. Il y a toujours beaucoup d'amour. Bon, bah, je te propose de terminer là-dessus. Oui, merci Marion. Bah, merci Marie. Ce témoignage, il est capital, il est hyper précieux et j'espère vraiment qu'il va être écouté par un maximum de personnes, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Et merci beaucoup en tout cas. Et ben, je te souhaite une très bonne continuation avec Jeanne et je vous Ça dis à marche. très vite.
Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!